Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, aussi bien aux personnes qui sont ce soir dans la salle et à celles qui nous écoutent et nous regardent en live stream ou en différé plus tard sur YouTube, puisque cette conférence est enregistrée et sera aussi disponible sur le canal YouTube du musée par après. C'est pour moi un très grand honneur et un très grand privilège d'accueillir Victor Pereira ce soir ici au MNAHA, puisque son dernier livre sur C'est le peuple qui commande, la révolution des œillets. C'est un peu dommage que j'ai oublié de prendre mon exemplaire personnel ce matin en partant de chez moi, parce que le mien, il a à peu près 150 post-it sur le côté, puisque ça a été un peu ma lecture de chevet pendant la préparation de l'exposition. Donc si vous cherchez une très bonne introduction scientifique, fouillée, mais très accessible à lire, je ne peux que vous recommander le livre de M. Pereira. Je crois que vous avez aussi quelques exemplaires avec vous pour vendre ce soir. Sinon, les grandes librairies du Luxembourg en disposent également. Alors, Victor Pereira n'est pas un inconnu à Luxembourg, puisque son nom a souvent été cité par des chercheurs qui nous ont aussi un peu accompagnés pour les préparatifs de l'exposition sur la révolution des œillets que nous présentons donc depuis le 25 avril et jusqu'au 5 janvier prochain ici au musée, et notamment par deux futurs conférenciers qui sont aujourd'hui dans la salle, Antonio Paiva et Thierry Hing, que nous entendront plus tard dans l'année. Et donc c'est pour moi un très grand honneur de vous accueillir ici, puisque le sujet duquel vous allez parler aujourd'hui, donc un peuple uni à l'intérieur et à l'extérieur du pays, qui est une reprise d'un slogan de l'époque. Dans le programme, on l'avait mis avec un point d'interrogation. Et effectivement, ce point d'interrogation interpelle sur quand même des tensions qui ont existé aussi à cette époque-là, à l'intérieur, à l'extérieur du Portugal. Et si Victor Pereira, qui est un expert de par ses travaux de recherche passés et actuels de l'émigration portugaise en Europe, notamment en France. Il a rédigé une thèse, je crois en 2007, que vous avez soutenue, l'État portugais et les Portugais en France de 1957 à 1974 sous la direction du prestigieux historien Serge Bernstein à Sciences Po à Paris. Il a ensuite occupé des postes de chercheur aussi bien à Lisbonne qu'en France. Il est actuellement maître de conférences à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et également chercheur à l'Instituto de Historia Contemporaneana de l'Université Nouvelle de Lisbonne. Pardonnez mon portugais, je ne suis pas une langue que je parle. Il est membre de plusieurs comités de rédaction de différentes revues, Histoire et politique, Analyse et sociale. Et donc, comme je l'ai dit, il a mené beaucoup de recherches sur les migrations portugaises et sur l'histoire du XXe siècle portugais. Notamment, il a publié un livre sur la dictature de Salazar face à l'immigration, l'État portugais et ses migrants en France, qui est apparu il y a 10 ans en presse de Sciences Po en 2014. Et il a également co-dirigé récemment un ouvrage sur le Portugal depuis la révolution des œillets, dynamique politique et sociale. Et donc, en étant expert de l'histoire de l'immigration du Portugal, les 20 000 Portugais qui vivaient au Luxembourg en 1974, au moment de la révolution des œillets, vous les avez rencontrés aussi souvent pendant vos recherches. Je vous en avais déjà parlé aussi dans d'autres contextes. Et je suis persuadé que nous allons rencontrer aussi une partie de ces 20 000 Portugais du Luxembourg pendant votre exposé ce soir. Et donc, c'est avec une grande joie et une grande curiosité que je vous laisse la parole pour votre conférence de ce soir. Merci. Bonsoir, ça fonctionne, le son est parfait. Merci beaucoup à Régis de son introduction et merci beaucoup au Musée national de son invitation. Je suis très très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être ici parce que je pense que l'exposition que vous avez réalisée, qui est magnifique, doit être la seule exposition réalisée hors du Portugal par une institution non portugaise. Donc après, quand on connaît l'histoire de la présence portugaise au Luxembourg, ça se comprend, mais il fallait le faire et j'en suis très heureux de participer à ce
cycle de conférences. Merci beaucoup d'être venu dans cette soirée. Et effectivement, on va croiser des luxembourgeois, mais comme il a été dit, Thierry, ici présent, va parler le 12 décembre. Donc je me suis quand même, je te gardais, t'inquiète pas, je t'ai gardé beaucoup de choses pour. Je suis quand même beaucoup concentré sur ce que je connais le mieux, qui est le cas français. Même si ici et là, je vais parler du Luxembourg. Quand je vous dis, je vais surtout parler de la France. Alors oui, il a très très bien vu. J'ai complètement oublié le point d'interrogation. Lapsus révélateur, mais le point d'interrogation est important. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais surtout parler de la France à deux titres. D'une part, parce que là, en 1974, il y a 800 000 Portugais en France. Donc, et des 800 000 Portugais qui sont venus majoritairement, très majoritairement, depuis la fin des années 50. Et qui sont surtout venus à partir du milieu des années 60. Et pour que vous ayez une idée, entre 69 et 71, en seulement 3 ans, 350 000 Portugais sont venus en France. C'est plus de 100 000 chaque année. Donc, c'est la moitié du Luxembourg en 3 ans. Le Luxembourg est un grand pays, mais en seulement 3 ans, la moitié du Luxembourg est arrivée, la population portugaise est arrivée en France. Et donc, c'est pour ça que je vais parler surtout de la France, que c'est le principal enjeu pour le Portugal. Environ, si on fait des calculs très ronds, environ 10% de la population portugaise hors colonie est en France au moment de la Révolution des œillets, à peu près. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai parlé de la France, c'est, comme vous le voyez, ça c'est le journal Le Monde, donc qui est le journal de référence en France, qui, comme vous le voyez, est daté du 26 avril, mais là, Le Monde a une particularité, c'est qu'il sort la veille. Donc en fait, là, il est daté du vendredi 26 avril, mais en fait, il est sorti dans l'après-midi du 25 avril. C'est-à-dire que dans la journée même, en France, Le Monde, alors je ne pense pas qu'il soit sorti vers 14 h ce jour-là, mais une junte militaire s'empare du pouvoir au Portugal. Les choses ne sont... Caetano est toujours au pouvoir au moment où Le Monde sort, mais vous avez déjà quasiment la une qui est sur le Portugal. Et donc il y a eu un énorme intérêt du monde médiatique sur le Portugal. Là, j'aurais pu vous en donner beaucoup, mais par exemple, la Libération du 29 avril évoque le Portugal. Vous avez la presse régionale, ça c'est... La montagne, parce qu'il y a beaucoup de Portugais en Auvergne et notamment en Clermont-Ferrand, et donc qui explique les 65 000 Portugais. Et même plus généralement, le Portugal, à l'époque, va être scruté partout dans le monde. Ça, c'est une caricature que j'aime beaucoup, qui est de João Belmonte, un caricaturiste portugais, qui s'appelle Portugal, un problème difficile, ou un problème difficile en portugais, qui date de 75. J'y reviendrai rapidement, mais en 75, beaucoup à l'étranger, notamment en France, mais aussi aux États-Unis, au Luxembourg également, se demander ce qu'allait devenir le Portugal. Ce petit rectangle au bout de l'Europe, au bout de la péninsule ibérique, qu'est-ce qu'il allait devenir? Est-ce que ça allait devenir un nouveau Cuba, un nouveau Chili, une nouvelle Yougoslavie, un nouveau Pérou? Bon, après, je pourrais vous expliquer les références. Et comme vous voyez, regarde ce tableau des illustres inconnus de l'histoire mondiale. Un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, un philosophe moins connu, Hegel. Bon, plus sérieusement, vous avez Karl Marx, vous avez Che Guevara, vous avez Trotsky, vous avez Jean-Paul Sartre. Vous n'avez qu'une femme, Rosa Luxembourg. Et bon, je ne vais pas tous le faire, vous avez tout au bout, en tout petit, avec des oreilles d'âne, Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, donc le ministre des Affaires étrangères américain. Donc il y a un intérêt extrêmement puissant à l'étranger, mais notamment en France. Et le même João Belmonte évoque un phénomène qui est le tourisme révolutionnaire. Alors, dans l'exposition, vous pourrez, alors maintenant, je peux vous présenter l'exposition, parce que j'ai le droit à une visite privée. Et notamment, il y a des très belles images de luxembourgeois qui vont au Portugal en 74-75, qui font des images et qui participent d'une sorte de tourisme révolutionnaire d'occidentaux, de Français, de Néerlandais, de Belges, d'Allemands de l'Ouest, qui vont au Portugal voir une révolution en cours. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir une révolution à moins de 2000 km de chez soi, où on peut aller en train, en avion, en 2 chevaux, en stop, etc. Et donc là, c'est le même cartooniste. C'est une maison portugaise concerteza. Bon, c'est ironique parce que ça renvoie à une chanson très célèbre d'Amália Rodrigues, un fado très célèbre. Et donc, vous voyez un touriste qui est dans une impasse 25 avril
où vous avez Mao, vous avez une faucille, un marteau, la Villa Allende, parce qu'on est encore sous le contre-choc du 11 septembre 1973, évidemment un œillet, et donc ce tourisme révolutionnaire. Et en France, pendant 1 an et demi, le Portugal était partout dans la presse, et notamment sous le prisme de caricatures. Nous, les Français, nous avons un peu l'habitude de tout lire ce qui se passe à travers le monde au prisme de ce qui se passe en France. Donc, on a présenté la révolution des œillets comme un mai 68 portugais. On a présenté Spinola comme un De Gaulle portugais. Donc, vous voyez le général de Spigula, où je vous ai compris, en référence à un célèbre discours du général de Gaulle. On s'est beaucoup intéressé au Portugal. Alors, je vais peut-être pas avoir le temps, mais parce que ce qui s'est passé au Portugal en 1975, la tension entre le Parti socialiste portugais et le Parti communiste portugais a eu des effets en France sur l'union de la gauche, l'union entre les radicaux de gauche, le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc là, c'est une caricature publiée dans Le Monde, avec d'un côté François Mitterrand qui soutient le Parti socialiste portugais, mais qui est aussi soutenu, le Parti socialiste portugais, par Giscard d'Estaing, président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre, et Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur. Donc là, vous avez une autre image célèbre de Georges Marchais et de Mitterrand avec leur devoir de vacances à l'été 75 et une énorme tache d'encre dans leur cahier de vacances qui est le Portugal. Donc ça va être aussi intéressant et important pour comprendre comment on va lire au Portugal et parmi les émigrés cette révolution. Je vais aller vite, mais pour ce que je vous ai dit rapidement. Avant 1974, il y a donc environ 900 000 Portugais qui viennent en France. Et ce flux, vous voyez, c'est ce qui est en jaune, est massif entre 69 et 71. Et cette migration en France, elle a plusieurs singularités, mais les deux principales, c'est qu'elle est en grande partie irrégulière et parfois clandestine. Donc avec les rares photos que nous avons de Gérard Bloncourt qui a pris en photographie des clandestins portugais guidés par un passeur basque. Donc il y a ces deux photos qui sont connues. Maintenant, on prend beaucoup de photos avec nos téléphones, mais à l'époque, on en prenait beaucoup moins. Donc ça, c'est l'avenue irrégulière. Et il y a, par exemple, dès 1966, un film de fiction en France qui s'appelle Oussout, donc le saut au-dessus des frontières. Et le deuxième élément, dans le contexte français, qui est que ces Portugais qui viennent massivement et régulièrement, il n'y a pas de logement qui les attendent. Et d'ailleurs, ils viennent pour construire des logements, pour une partie d'entre eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle le scandale des bidonvilles, avec notamment un bidonville à Champigny-sur-Marne, où vivent 14 000 personnes en 64. Donc, c'est massif. Et encore une fois, des photos de Bloncourt. Ces Portugais, évidemment, ils fuient la misère dans laquelle ils vivent, d'un Portugal attardé, arriéré, en grande partie rural, et un monde rural très peu modernisé, où les gens vivent très pauvrement. Ils fuient une dictature dirigée par Antonio de Oliveira Salazar, où vous n'avez pas de liberté d'expression. Il y a un parti unique, il y a une police politique qui traque l'opposition et qui surveille toute la population. Et vous avez, à partir de 61, ce qu'on appelle au Portugal les guerres coloniales. C'est-à-dire qu'à partir de 61, le Portugal envoie tous ces jeunes hommes pour un service militaire qui dure de 2 et à partir de 68, 4 ans. Et ce qui va notamment impliquer la fuite de environ, on n'a pas les chiffres précis, 200 000 Portugais qui sont soit des insoumis, soit des réfractaires, soit des déserteurs, mais donc des gens qui ne font pas leur service militaire ou qui ne font pas leur service militaire dans leur intégralité. Et là, c'est une des rares photographies de Fernando Cardel. Donc c'est un groupe de jeunes officiers, donc des gens qui sont déjà au sein de l'armée et qui font semblant de faire un pique-nique au nord du Portugal, dans un parc naturel qui s'appelle le Geleix, au nord du Portugal, et qui, comme vous voyez... Alors, j'aime beaucoup cette photographie parce que, d'une part, vous voyez, ils sont sur une borne qui marque la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Donc, ils fuient le Portugal. Donc, là, ils s'adressent à la dictature et à la dictature colonialiste. Et c'est le passeur qui a pris la photographie. Soit le seul passeur qui a pris une photographie de personnes qui quittent le Portugal irrégulièrement. Et donc, vous avez tout un mouvement de fuite et de refus des guerres coloniales. Et beaucoup de ces jeunes ne se limitent pas à fuir les guerres coloniales en France, et je sais que bientôt Antonio Paiva va donner une conférence ici, militent contre la guerre coloniale. C'est-à-dire qu'ils dénoncent ces guerres qui ne sont pas vraiment connues
en Europe occidentale. À l'époque, on pense plus à la guerre du Vietnam, qui est contemporaine. Mais donc, voilà, rien que le titre de ce tract, il y a encore des guerres coloniales en Afrique, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde qu'il y a encore des guerres coloniales en Afrique. Et donc, qui à la fois dénonce en France et dans d'autres pays les guerres. Il ne faut pas oublier que le Portugal est membre fondateur de l'OTAN depuis 1949, que des pays comme la France vendent des armes au Portugal, dont une partie est utilisée en Afrique contre les mouvements de libération. Et donc, c'est des choses que ces mouvements critiques ont tout petit en bas. Vous voyez, il faut cesser la fourniture d'armement au Portugal. Et aussi, ces comités déserteurs incitent les jeunes Portugais à ne pas faire le service militaire. Et notamment, certains groupes maoïstes conseillaient aux jeunes Portugais de faire la formation militaire les 2 premières années pour apprendre à utiliser des armes qu'ensuite on les incitait à voler avant de partir et donc de les amener avec eux en France, ce qui n'était pas facile. Hein. Déjà, immigrer clandestinement, c'est pas facile, en plus avec des armes, ou alors à les enterrer ou à les cacher, pour que ces armes ensuite puissent être retournées contre le régime, contre la dictature. Donc, déserter avec des armes. Et donc, il y a eu un ensemble de publications réalisées par ces comités d'appui aux déserteurs pour recevoir les déserteurs et dénoncer, critiquer la dictature. Comme vous le savez, je ne vais pas développer ça. Je pense que notamment Yves Léonard bientôt va faire une conférence ici, donc va rentrer sur les détails. Mais ce n'est pas les mouvements d'extrême gauche qui ont retourné les armes contre la dictature, mais c'est les militaires qui ont retourné leurs armes contre la dictature et qui ont fait tomber la dictature de 48 ans en un peu moins de 18 heures, le 25 mai 1974. Et donc dans cette conférence, ce que je vais essayer de voir, c'est comment cette révolution a modifié, changé les rapports entre les Portugais et les immigrés en France, et aussi comment les immigrés ont participé de cette révolution. Et un des premiers points, c'est que le 25 avril 1974 a permis une chose qui était inconcevable pour des milliers de Portugais jusqu'alors, c'est de pouvoir rentrer au Portugal. Vous aviez en France, et dans d'autres pays, mais surtout en France, des Portugais qui étaient exilés depuis les années 30. Alors, ce n'étaient pas les plus nombreux, mais il y en avait, qui étaient notamment Émile Grelo, qui ensuite va avoir un rôle politique pendant la Révolution, était en France depuis au moins 1938. Mais vous aviez beaucoup de Portugais, jeunes et moins jeunes, qui étaient en France depuis 5, 10, 15 ans, et le 25 avril leur permet de rentrer au Portugal. Une des premières revendications, dès le 26 avril 1974, notamment à Paris, c'est tous ces jeunes gens qui sont venus en France, pour ne pas faire le service militaire, ils n'ont pas de passeport. Ils ne pouvaient pas avoir de passeport. Et donc, ils vont aller dans les consulats pour demander des passeports de retour au Portugal. Et pour beaucoup, là j'avance 2 secondes, mais après je reviendrai, leur objectif c'est de rentrer au plus vite au Portugal et notamment de participer au 1er mai 1974 où des centaines de milliers de Portugais, pour la première fois le 1er mai, le jour des travailleurs était un jour férié et on pouvait librement manifester, ce qui n'était pas possible avant. Et donc, des centaines de milliers de Portugais vont manifester, et parmi eux, certains qui viennent de France. Et dans l'exposition, vous avez aussi une photographie avec des banderoles avec le Luxembourg. Donc, il y a aussi des Portugais au Luxembourg qui ont réussi à venir. Et donc, une des premières revendications, c'est de pouvoir rentrer au Portugal. Et ça ne va pas être si aisé, en fait. Je ne vais peut-être pas développer beaucoup, mais on peut le comprendre avec... Ça, c'est une manifestation la manifestation du 1er mai à Paris, où vous voyez, vous avez des Portugais qui prennent part au défilé du 1er mai et qui réclament l'indépendance immédiate et inconditionnelle pour les colonies portugaises. Et nous, ça peut nous paraître évident parce qu'on sait que les colonies sont devenues indépendantes. Sauf que si, encore, je vais vous renvoyer plusieurs fois à l'exposition, il y a une vidéo qui retrace le 25 avril, et le 25 avril au soir, ou même le 26 avril au petit matin, António dos Pinilla, qui va devenir le chef de la junte de salut nationale, quand il apparaît à la télévision à 1h du matin, il ne dit pas le 25 avril a été fait pour mettre fin aux guerres coloniales et donner l'indépendance aux colonies. Il dit nous voulons maintenir le Portugal pluricontinental et pluriracial. Il dit grosso modo que c'est le même discours que la dictature, il faut continuer à être présent en Afrique. Lui, ce qu'il va défendre, il y a aussi l'ouvrage en haut
dans le livre qu'il publie en février 1974, Le Portugal et le futur. Lui, ce qu'il dit, c'est que les guerres coloniales, on ne peut pas les gagner militairement, il faut trouver une solution politique. Mais pour lui, la solution politique, ce n'est pas donner l'indépendance, c'est de créer une fédération, une sorte de Commonwealth, une communauté lusiade. Et donc ça passe par quoi? Par trouver un modus vivendi où, certes, les anciennes colonies ont un peu plus d'autonomie, mais restent attachées au Portugal. Et donc le soir du 25 avril, Spinola, et tout de suite il va y avoir des tensions avec le MFA, donc le mouvement des forces armées qui organise le coup d'État, où il va dire non, c'est pas question de concéder l'indépendance, il faut trouver une solution, une fédération. Chose que beaucoup de jeunes soldats ou de jeunes gens qui sont venus en France ou au Luxembourg ne veulent pas. Et donc, une des revendications, le 26 avril, c'est de pouvoir rentrer au Portugal, et une autre revendication, c'est d'obtenir une amnistie. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas fait leur service militaire puissent rentrer au Portugal librement. Le 2 mai 1974, donc une semaine après la Révolution, il y a de fait une amnistie qui est concédée aux réfractaires, insoumis et déserteurs. Mais cette amnistie ne va pas vraiment être appuyée et satisfaire de nombreux jeunes parce qu'elle implique que vous pouvez certes rentrer au Portugal et ne pas être pénalisé, mais il faut faire votre service militaire et être envoyé en Afrique. Et donc beaucoup de jeunes gens vont dire « Ah non, mais nous, on n'a pas voulu mourir pour les colonies, on ne veut pas mourir pour la communauté lusiade de Spinola. » Et donc là, je ne vais pas revenir maintenant dessus, mais cette question des réfractaires, des insoumis, des déserteurs, elle va être réglée quand? Fin 75, début 76. Parce que pendant 1 an et demi, c'est le retour sans avoir à faire son service militaire ne va pas être réglé. Chose qui était complètement inconcevable quelques jours auparavant, c'est que le 25 avril permet le retour des exilés, notamment les exilés les plus connus, ceux qui avaient dû quitter le Portugal, parce que sinon ils étaient enfermés, emprisonnés. Là, je vous ai mis une photographie très célèbre au Portugal, qui est le retour le 30 avril 1974 de Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal, qui est le secrétaire général du Parti communiste depuis 1961, qui a été quasiment 15 ans de sa vie en prison et qui en 61 a réussi, en 60 a réussi à s'évader de prison et a vécu en exil en Europe de l'Est et à Paris et tout, et qui, le 30 avril 1974, rentre en avion avec d'autres communistes et d'autres personnes d'extrême gauche en France. Et donc le 25 avril permet des choses qui étaient inconcevables. 5 jours avant, il était inconcevable qu'Álvaro Cunhal, un des ennemis principaux de la dictature, puisse revenir au pays et 3 semaines plus tard être ministre du gouvernement, ministre sans portefeuille certes, mais ministre d'un gouvernement provisoire. Donc beaucoup de Portugais rentrent avant le 1er mai, participent au 1er mai, et la révolution des œillets est, en Europe occidentale, assez bien accueillie. Notamment la France, l'ambassadeur français, qui était un peu au courant de ce qui se passait au sein de l'armée. Il n'était pas au courant du 25 avril même, mais il savait qu'au sein de l'armée, il y avait une contestation assez forte, donc ils ne sont pas complètement surpris le 25 avril au matin, mais notamment le gouvernement français, au début, plutôt réjoui de la révolution. Pourquoi? Parce que, bon, certes, le Portugal était une dictature, qu'on a appuyée, mais c'était quand même une dictature, et surtout, la politique africaine complètement refusée toute négociation en Afrique commençait à poser problème aux pays européens. Parce que, notamment pour la France, qui avait une politique africaine qui voulait maintenir des liens très étroits avec le Sénégal, de Senghor, avec d'autres pays, la politique portugaise posait problème. Et donc, même les Français, alors très timidement les Français, mais d'autres pays comme les Pays-Bas, essayaient de conseiller au Portugal, trouver une solution. Parce que nous, on peut pas, nous, on veut maintenir des bonnes relations avec les pays africains, notamment avec le Sénégal et d'autres. Et donc, la France, au début, est plutôt contente que la dictature tombe, qu'a priori, ils sont plutôt contents, c'est Spinola. Donc, vous avez vu, hein, tout le monde dit qu'il ressemble au général de Gaulle. Donc, c'est quelqu'un, pas vraiment un gauchiste, un militaire. On pense que, voilà, il va permettre une transition réglée du Portugal vers une démocratie, mais bien tenue. Et l'indépendance des colonies est vue comme plutôt... ça fait longtemps qu'on l'attend. Et la plupart des Portugais en France vont aussi soutenir cette révolution. La plupart des révolutions en France, mais aussi au Luxembourg, c'est des gens qui ont dû quitter leur pays parce qu'ils vivaient dans la misère. Misère dont ils savaient très bien pour la plupart qu'elle était due à la dictature de Salazar. Beaucoup de gens, quand
dans les témoignages quand ils disent pourquoi ils ont quitté le Portugal, parce qu'ils étaient pauvres et parce que le Portugal de Salazar aidait les plus riches propriétaires, les industriels. Il y avait cette idée de classe, c'est-à-dire qu'il y avait les riches qui étaient avantagés par la dictature, et c'est des gens qui avaient dû être obligés de quitter leur pays clandestinement avec des passeurs et qui avaient vécu dans des conditions difficiles. Donc beaucoup de Portugais en France, même s'ils n'avaient pas une conscience politique, s'ils ne militaient pas, ils avaient très clairement l'idée que le salazarisme avait été à l'origine de leurs conditions de vie misérables, ou du moins les avait perpétuées. Et beaucoup, comme je vous l'ai dit, quittaient le Portugal pour ne pas faire leur service militaire. Soit eux, ou avaient émigré avec leurs enfants pour pas que leurs jeunes enfants adolescents soient enrôlés. Donc je vois que vous regardez tous cette lettre, donc c'est que ça marche. Une des sources que j'ai pu utiliser pour savoir un peu l'opinion des Portugais en France, il y avait en France sur l'ORTF, donc la radio française, une émission qui, à 6 h du matin, en règle générale, à l'heure où les Portugais se levaient avant d'aller au chantier ou à l'usine, était animée par Jorge Reis. Jorge Reis, c'était un exilé portugais, un écrivain, et qui, à partir des années 60, avait une émission consacrée aux Portugais, où souvent il expliquait aux Portugais en France, mais elle était écoutée au Luxembourg, pour des raisons de proximité, expliquer comment obtenir des allocations familiales, comment obtenir un logement, que faire si vous êtes malade, etc. etc. Et Jorge Reis recevait beaucoup de courriers de Portugais qui lui soumettaient des problèmes et tout. Et après le 25 avril, beaucoup de Portugais ont écrit à Jorge Reis, notamment des poèmes en l'honneur de Spinola, en l'honneur du MFA, pour soutenir la révolution. Il y a quelques notes où on parle des méchants communistes, mais majoritairement, c'est un soutien populaire à la révolution. Et notamment dans ce tas de lettres qui a envoyé à Jorge Reis, vous avez celle-ci qui est intéressante. Alors, je pense que vous lisez tous, mais je vais traduire rapidement. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous écoute tous les jours et que j'écoute l'émission à 6 h du matin, parce que j'aime beaucoup vous écouter et vous mettre immensément sympathique. Et nous aurions besoin d'une émission comme la vôtre au Luxembourg, mais nous avons une émission le samedi à 6 h du soir, mais qui ne parle pas des affaires qui nous intéressent. J'aimerais que vous m'informiez sur le cas de ce qui est arrivé au Senhor Galvão. Elle doit parler de Henrique Galvão, qui était quelqu'un de proche de Salazar dans les années 30 et qui, dans les 50, a rejoint l'opposition. Et Galvão est très connu au Portugal parce qu'en 61, il a participé au détournement d'un paquebot, le Santa Maria, qui a fait la une des titres mondiaux et qui ensuite s'est exilé notamment au Venezuela. Donc, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Galvão est mort en 70. Donc, il était mort 4 ans plus tôt. Bon, l'information n'était pas arrivée. Mais on voit que donc une figure de l'opposition l'intéresse et qui s'était évadé d'une prison de Porto, etc. etc. Alors là, c'est très intéressant. J'aimerais aussi que vous nous donniez la marche. Donc, c'est sûrement la chanson Morena. Donc, elle va parler de Grande Vila Morena. Donc, elle n'a peut-être pas tout bien saisi. Que les Portugais chantaient le 1er mai à Lisbonne, si c'était possible. Et après, elle remercie. Donc, vous voyez, un ensemble de lettres, et vous voyez, d'une personne qui a sûrement... il y a des fautes, il n'y a pas de ponctuation, donc des gens qui sont passés peu de temps à l'école, comme l'immense majorité des immigrés, qui soutiennent l'opposition et qui soutiennent la révolution des œillets. Et au Portugal, les autorités portugaises vont assez rapidement avoir une politique d'attention vis-à-vis des Portugais en France. Et notamment, un de ceux qui va être à l'origine de ça, c'est Jorge Reis, qui va dire, bon, les Portugais qui étaient au Portugal ont eu la chance de vivre le 1er mai, cette sorte de confirmation populaire du 25 avril. Il faudrait que nous, les Portugais qui n'étions pas là le 1er mai, puissions manifester notre soutien au MFA, qui a fait le coup d'État, au gouvernement et aux nouvelles autorités. Et donc, il va, avec les autorités portugaises, il va organiser le 11 août 74. Pourquoi août? Parce que les Portugais, comme vous savez, pour beaucoup d'entre eux, rentrent au Portugal en août. Et le 11 août 74, donc il y a le 1er mai des émigrés, donc dans le même stade, le stade 1er mai, qui a été rebaptisé 1er mai, un ensemble de dirigeants portugais, dont le Premier ministre Vaz Gonçalves, j'y reviendrai, font un nombre des discours et soutiennent l'immigration. Et notamment, alors, cette photo, elle est postérieure, mais j'aime beaucoup cette photo.
Elle est postérieure au 25 avril, ça ne correspond pas à ça. Mais un des éléments centraux dans le discours de Vache-Gonsalves, dont Vache-Gonsalves c'est le Premier ministre à partir de juillet 1974, c'est un militaire et qui va incarner une des fractions les plus à gauche du MFA, ceux qui veulent une révolution socialiste, la mise en place du socialisme au Portugal. Un des éléments centraux du discours de Vache-Gonsalves, c'est « nous sommes en train de construire un pays d'où les Portugais n'auront pas besoin d'émigrer ». Donc c'est ça que je vous ai mis pour un Portugal dont nous n'avions pas besoin d'émigrer. Et il y a une certaine ambivalence dans ce discours. C'est-à-dire, nous allons construire un pays dont vous, vos enfants et vos petits-enfants n'auront pas besoin d'émigrer. Mais l'implicite de cette propos, c'est vous n'aurez pas besoin d'émigrer, mais pour l'instant, restez où vous êtes. Il n'y a pas d'appel à ce que la population portugaise rentre au Portugal. Et pourquoi on n'incite pas les Portugais à rentrer au Portugal? D'une part, le Portugal a fait sa révolution en pleine crise économique, financière mondiale. On est après le premier choc pétrolier de 1973, et le Portugal a été très durement touché par le premier choc pétrolier. Dès 1974, avant même la Révolution, l'inflation est à 20%. Et donc la situation économique depuis 1973 se dégrade, indépendamment de la Révolution. Et donc il y a une inflation, il y a une hausse du chômage, il y a un déficit des comptes, ça veut dire que le Portugal achète plus à l'étranger qu'il n'en vend. Et donc dans ce cadre-là, s'il y avait un retour massif des Portugais, on n'aurait pas d'emploi pour eux. Et d'autre part, les remises, l'argent que les Portugais envoient au Portugal pour leurs familles et qui sont drainés par les banques portugaises. Alors j'imagine que c'est la même chose au Luxembourg, mais par exemple au Portugal, il y avait plusieurs banques portugaises. En France, il y avait plusieurs banques portugaises, dont certaines étaient voulaient être si agréables à leurs clients qu'avec des camionnettes, faisaient le tour des bidonvilles le samedi et le dimanche pour récupérer directement dans les bidonvilles l'argent des immigrés. Ce n'était pas que de l'altruisme, vous en doutez bien. Donc, ces remises des Portugais, avant la Révolution, c'était 8% du PIB portugais. Et pour le Portugal, il était fondamental que les Portugais à l'étranger restent à l'étranger et continuent d'envoyer leurs économies qui se retrouvaient ensuite dans le système bancaire portugais et pouvaient ensuite être investies, etc. Donc le discours de tous les dirigeants à l'époque était « restez où vous êtes pour l'instant, parce que nous n'avons pas d'emploi pour vous, et que l'argent que vous nous envoyez est important pour nous. » Et donc, avec ce discours, vous voyez, un peuple uni à l'intérieur et à l'extérieur du Portugal. Une des autres raisons qui va être avancée, mais c'est surtout l'année d'après, c'est que on n'a pas encore ça si présent en 1974, mais surtout en 1975, c'est que le Portugal en 1975 va devoir gérer l'arrivée de 600 000 Portugais qui vivaient dans les colonies. Donc, et même ça va être une grande difficulté de pouvoir loger, de donner un emploi à 600 000 personnes qui, en quelques semaines, quittent l'Angola et le Mozambique pour se retrouver au Portugal. Et même à un moment, le président de la République, Francisco da Costa Gomes, en 1975, va essayer d'expliquer au MFA qu'il faut peut-être y aller plus doucement dans la révolution et qu'il ne faut peut-être pas se mettre à dos complètement les pays occidentaux comme la France et les États-Unis, parce que si la France et les États-Unis décident d'expulser tous les Portugais de leur pays, le Portugal ne pourra pas gérer le retour de 800 000 Portugais en quelques semaines de la France. Et ça peut nous paraître étrange, mais une des grandes peurs des autorités portugaises, c'est que la France incite ou soit oblige des centaines de milliers de Portugais à revenir au Portugal. Et pourquoi je vous dis ça? C'est quand la France aussi connaît la crise économique et financière, le chômage augmente, et le gouvernement Chirac, en juillet 1974, suspend temporairement, c'est tellement temporaire qu'en 2024, l'immigration est toujours suspendue, l'immigration du travail. Et la grande crainte des autorités portugaises, c'est que non seulement on suspend l'immigration, donc il n'y a pas normalement plus de nouveaux Portugais qui peuvent venir en France, dans les faits, ce ne sera pas tout à fait comme ça, mais on craint non seulement qu'on ferme les frontières, mais qu'on expulse les Portugais. Et ce n'est pas du tout fantaisiste, parce que dans les années 30, la France a connu une crise économique importante. Et ce qu'a fait la France, c'est que la France, dans les années 30, a expulsé des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Polonais
et des Portugais. Il y avait 49 000 Portugais en 1931 en France. 5 ans plus tard, il n'y avait plus que 26 000 Portugais. 40% des Portugais étaient soit rentrés volontairement au Portugal, soit avaient été expulsés. Donc la grande crainte, c'est des expulsions massives ou des départs massifs. Et un peu plus tard, Giscard d'Estaing aura le projet, non pas pour les Portugais, mais pour les Algériens, à la fin des années 70. Donc une des choses que notamment les autorités portugaises vont très vite discuter avec les autorités françaises, c'est promettez-nous de ne pas expulser les Portugais. Chose que les Français vont toujours dire, non, vous inquiétez pas, ce sont des bons travailleurs, on en a besoin, en dépit du chômage, etc. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est la grande crainte. Les autorités portugaises, les nouvelles autorités portugaises vont multiplier les voyages en France. En Allemagne aussi, j'imagine au Luxembourg, Thierry vous le dira, et surtout à partir du 30 septembre 1974. Pourquoi le 30 septembre 1974 ? Le 30 septembre 1974, celui qui a été le premier président après la Révolution, Antonio de Spinola, va démissionner. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais il va démissionner, et avec un discours catastrophiste. Le 30 septembre 1974, Spinola va apparaître à la télévision et dit qu'il démissionne. Pourquoi il démissionne ? Parce que, pour faire simple, les communistes essayent de prendre le pouvoir au Portugal et le Portugal va se transformer en dictature communiste et qu'il ne veut pas participer à cela. Donc avec un discours extrêmement catastrophiste d'une dictature communiste qui s'annonce. Donc Spinola démissionne, il est remplacé par Costa Gomes, qui est un autre général. Et évidemment, ce discours, et notamment en France, il va y avoir de nombreux articles, de nombreux dessins sur le péril communiste qui menacerait le Portugal. Et certains membres du MFA, dont un des plus importants, c'est peut-être pas celui qui est resté à la postérité, mais qui est Vitor Alves, qui est un des membres importants du MFA avant le 25 avril et pendant la Révolution, va venir en Allemagne et en France pour notamment voir Jacques Chirac, pour Premier ministre, pour essayer de le rassurer, et il va en profiter aussi pour rencontrer des immigrés portugais, notamment à Boulogne-Billancourt. Et vous allez avoir à l'automne 74 et aussi début 75 plusieurs venues d'officiers du MFA qui vont aller à Mâcon, à Pantin, à Paris, faire des meetings pour expliquer la révolution aux Portugais en France. Avec leur discours et de dire les médias français ne restituent pas bien ce qui se passe au Portugal. Les médias français parlent de communistes, parlent de guerre civile, sont catastrophistes. Les Portugais en France ou dans d'autres pays n'ont pas une bonne information. Et donc il faut que nous venions expliquer ce qui se passe réellement. Et ça s'insère aussi plus largement dans ce qu'on a au Portugal, on appelle les campagnes de dynamisation, où des militaires du MFA vont au centre et au nord du Portugal, dans les régions les plus rurales, avec l'idée que certes la dictature est tombée en moins de 24 heures, mais que les structures mentales de la dictature, l'anticommunisme, les préventions visant la démocratie, n'ont pas disparu en 24 heures. Et donc il faut expliquer au peuple ce qui s'est passé le 25 avril et ce qui s'est passé ensuite. Et donc vous voyez des militaires qui parlent souvent à des salles pleines. Ça, c'est un article de Libération du début novembre, où vous voyez 7 officiers du MFA, celle des fêtes de Pantin, donc qui explique la Révolution. Ce genre de choses, les autorités françaises ne vont pas du tout aimer. Quand on regarde les archives françaises des renseignements généraux, les renseignements généraux disent que les militaires du MFA ont un discours communiste et maoïste. On peut en douter sur le caractère maoïste du discours des militaires, mais ont extrêmement peur que si ces soldats, ces officiers du MFA au Portugal parlent de révolution socialiste, etc., est-ce qu'ils ne vont pas inciter les Portugais en France à se mobiliser, à revendiquer, etc. Donc ils sont surveillés et on va même leur interdire, on voit mieux sur cette photo, de porter leur uniforme. On va retrouver une circulaire de 1905 qui interdit à des militaires étrangers de porter un uniforme sans l'autorisation du ministère de l'Intérieur. Bon. Mais vous allez avoir un ensemble de visites pour expliquer aux Portugais ce qui se passe, les rassurer, et notamment les rassurer après quoi ? Après le 11 mars 75. En 2 mots, le 11 mars 75, Antonio de Spinola, donc qui avait quitté le pouvoir le 30 septembre, considère que le Portugal, ce qui disait que les communistes vont essayer de prendre le pouvoir, s'avère vrai. Et donc, il va tenter de faire un coup d'État militaire pour reprendre le pouvoir et pour écarter les communistes
et pour écarter les officiers les plus à gauche du MFA, notamment Vasconcelos et d'autres. Donc il tente un coup militaire. Alors, il n'est pas Othello Salazar Cadval qui veut. Othello, c'est celui qui a organisé le coup du 25 avril, qui s'est révélé un succès. Le coup d'État du 11 mars 1975 est très très mal organisé et arrêté dans la journée. Donc ça, c'est des unes, avec cette idée dans la presse qui est que c'est une tentative d'extrême droite pour prendre le pouvoir. Et à l'époque, il faut bien avoir en tête qu'au Portugal, on vit, beaucoup interprètent ce qui se passe au Portugal au prisme du Chili, de ce qui s'est passé au Chili en 1973. Et la grande crainte, c'est que, et le 11 mars va être lu comme ça, c'est le grand capital, les grandes entreprises portugaises, au Banco Espírito Santo, Champalimo, etc., donc les grands groupes capitalistes qui se sont enrichis sous la dictature, qui, face au mouvement populaire, au mouvement de grève, aux droits sociaux, aux droits de grève, etc., veulent saboter l'économie et mettre fin à la révolution, aidés par les États-Unis. Et Spinola, on va passer de Spinola à Spinochet. On va présenter Spinola comme un apprenti Pinochet qui échoue. Et ce 11 mars, au lieu de freiner la révolution, va la renforcer. 3 jours après, les banques portugaises sont nationalisées. Donc, ça va avoir une incidence forte pour les Portugais en France et à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de Portugais ont émigré pour mieux revenir au Portugal. Beaucoup ont émigré pour envoyer de l'argent, pour acheter une maison, pour acheter des terres, pour acheter un tracteur, pour acheter un taxi, pour acheter un magasin, pour acheter un café, etc. Souvent, ce projet initial va changer, et les gens sont encore en France, au Luxembourg. Mais à l'époque, à l'origine, beaucoup partaient pour mieux revenir. Et tout ça, ça passait par faire des économies et les envoyer au pays. Beaucoup vont prendre peur après cette nationalisation des banques. Il va y avoir des rumeurs qui vont courir, et des gens vont trouver intérêt aussi à se faire circuler ces rumeurs. Si les communistes prennent le pouvoir, vous allez perdre l'accès à votre argent. Les autres rumeurs qui vont circuler, là je vous ai mis des murs de Lisbonne ou du Portugal où la politique était omniprésente sur tous les murs. Donc là c'est un mouvement maoïste où là c'est notamment des commissions d'habitants. Une des choses qui va faire peur à de nombreux Portugais à l'étranger, c'est qu'un certain nombre d'entre eux ont construit ou ont acheté des maisons. Or, une des singularités aussi de la Révolution portugaise, c'est que peu d'heures après le 25 avril, vous allez avoir des habitants des bidonvilles ou des personnes mal logées à Lisbonne, à Porto, à Coimbra, à Setúbal, qui vont spontanément occuper des maisons vides. Et la grande peur des émigrés, c'est que les maisons qu'ils ont construites à Ponte Lima, à Bragança, à Pombal et à Espírito soient occupées, alors qu'elles sont vides une bonne partie de l'année, occupées par des gens venus d'autres villes. Donc il y a une grande crainte de cela. Et donc pour les autorités portugaises, il faut à tout prix rassurer les Portugais. Votre argent est toujours à vous. Le discours est, les banques sont certes nationalisées, mais ça les rend encore plus fortes. Alors depuis, il y a eu le problème du Banco Espírito Santo, donc là peut-être que c'est plus simple à expliquer maintenant. Quand une banque privée fait faillite, vous pouvez faire quelque chose et l'État va la sauver derrière. Mais le discours, c'est avant, vous envoyez votre argent dans des banques privées qui faisaient des intérêts et qui gagnaient de l'argent avec votre argent. Maintenant, votre argent est dans des banques qui appartiennent à l'État. Donc l'État, a priori, ne va pas faire faillite et votre argent est en sécurité. Mais donc, il y avait toute une pédagogie à faire. Et sur les maisons des émigrés, ça, les autorités, et notamment la MFA, dans les rares cas où il y a eu des maisons d'émigrés occupées, alors parfois, il arrivait que des Portugais en France, au Luxembourg, aient acheté des appartements en banlieue de Lisbonne pour investir, et ils étaient occupés, mais donc ils écrivaient au MFA. Et là, souvent, le MFA ou le COPCON, la police militaire, n'intervenaient pas dans le cas de palais qui étaient occupés, etc. Mais dans le cas de maisons des émigrés, ils intervenaient. Parce que leur grande crainte, c'est que si les Portugais cessent d'envoyer de l'argent au Portugal, cessent d'investir, je vous rappelle le chiffre de tout à l'heure de 8% du PIB portugais. Et cet argent, on en avait besoin. Et notamment, la personne que vous voyez ici, c'est Francisco da Costa Gomes, qui est le président du Portugal, de la République portugaise, à partir du 30 septembre 1974 jusqu'en juin 1976. Le premier voyage officiel qu'il fait à l'étranger,
Il le fait en France, en juin 1975. Il va rester quelques jours et il va vouloir rencontrer des émigrés portugais. Il va notamment rencontrer des émigrés portugais à l'ambassade. Et une des choses qu'il garantit aux émigrés portugais, c'est que, un, leur argent est en sécurité, et que deux, leurs maisons, leurs biens ne seront pas occupés. Et que s'il y a des occupations, il faut le signaler, et les occupations seront terminées. Et encore une fois, ça c'est une caricature du canard enchaîné. Cet argent des Portugais en France et à l'étranger est extrêmement important. La situation économique et financière du Portugal en 1975 est extrêmement grave. Il y a les effets de la crise économique. Beaucoup d'entreprises étrangères ont cessé d'investir au Portugal parce que, pour des motifs qui ne vont pas vous étonner, les grands groupes économiques investissent moins dans des pays qui sont en révolution et on parle de socialisme. Les investissements ont tendance à se tarir dans ces cas-là. Et donc, le Portugal va connaître une situation économique et financière très grave, tant et si bien que le Portugal va demander une aide financière à la CE. Le président français, Giscard d'Estaing, en juillet 1975, va poser son veto à une aide financière de la CE au Portugal, au motif que le Portugal, selon lui, n'était pas en transition vers une démocratie libérale, qu'il y avait le risque d'une prise de pouvoir des communistes ou des fractions les plus à gauche du MFA, et donc a posé son veto. Et donc le canard enchaîné reprend l'avare de Molière. Il appelle Giscard Pagon. Non, le Portugal ne touchera pas à ma cassette européenne. Et donc, si les pays européens n'aident pas le Portugal, si la situation se détériore, et si en plus les émigrés portugais n'envoient pas d'argent, la situation financière du Portugal est grave. Donc il y a ces visites. Il y a aussi tout un mouvement associatif qui, souvent basé sur des exilés portugais qui étaient venus en France avant 1974 et qui sont restés pour différentes raisons, et donc qui publient des journaux. Là, le Portugal, c'est toi, participe à sa construction. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, la nationalisation des banques est venue renforcer la sécurité de nos dépôts, avec cette idée, n'ayez pas peur de ce qui se passe au Portugal. Au contraire, ce qui se passe au Portugal est dans votre intérêt de travailleurs émigrés. Il y a des rencontres pour lutter contre les rumeurs. Évidemment, il y a un ensemble de rumeurs, boates, comme on dit en portugais, qui se diffusent en France sur le Portugal va devenir un pays communiste, vous allez perdre votre argent, vous allez perdre vos biens. La Caixa Geral de Depósitos, donc la banque publique, va aussi faire de la publicité pour inciter les Portugais à envoyer leur argent. Et donc, comme je dis, il y a tout un mouvement associatif qui va soutenir la révolution. Une des moyens au Portugal, après le 25 avril 1974, un des éléments importants a été non seulement d'obtenir des droits, d'obtenir des meilleures conditions de travail, mais aussi ce qu'on appelle l'épuration, ou en portugais le saneamento. Dans les entreprises, dans la fonction publique, il y a eu des mouvements pour que tel contremaître qui était un informateur de la police politique, tel patron qui dénonçait ses salariés à la police politique, et aussi à l'étranger, tel consul qui était considéré comme proche de la dictature et comme un informateur de la police. Dans l'exposition, vous avez ici de nombreux documents sur le consul alors il n'était pas vraiment consul, il était chargé d'affaires de la section consulaire à partir de 65-66, José Manuel Costa, et qui, comme vous le voyez dans l'exposition, il y a notamment une manifestation le 11 mai 1974 à Luxembourg, où, alors peut-être que des personnes ici présentes étaient à cette manifestation, il y a plusieurs articles qui ont été publiés, demandent le départ de ce consul, parce qu'il aurait eu des propos déplacés, il ne serait pas démocrate et il représenterait la dictature. Et, si j'ai bien compris, on considérerait qu'il n'était pas d'une probité financière à toute épreuve. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez mobilisé un ensemble de documents, et je pense que Thierry qui les a retrouvés, où il y a une sorte de dossier qui est fait contre lui,
avec des preuves. Et moi, alors, j'ai trouvé un autre dossier, alors je ne sais pas pourquoi ça a été disjoint, qui est aux Archives nationales de Lisbonne, et qui est le dossier que le consul a fait pour se défendre. Il s'est défendu, donc il a été démis de ses fonctions en octobre 1974, et il y a ce document où, vous voyez, il envoie des documents, et il fait signer par des Portugais de Luxembourg des pétitions où ils disent que, grosso modo, que c'était un très très bon chargé d'affaires et qu'il n'a rien à se reprocher. Et vous avez au Luxembourg cette affaire de ce chargé d'affaires consulaire qui est au cœur d'une mobilisation pour le faire partir. Et vous voyez, il y a néanmoins des gens qui considèrent, alors ils avaient peut-être intérêt à cela, à dire qu'il n'était pas un si mauvais consul. Un des points importants également était, quand on dit un peuple uni à l'intérieur et à l'extérieur du Portugal, on parle d'un peuple. Et avec la révolution des œillets, ce peuple va devenir un peuple de citoyens. Et une des principales promesses du MFA le 25 avril est de dire que les Portugais vont pouvoir librement voter pour des constituants, pour rédiger une constituante. Et une des questions qui va se poser, c'est est-ce que les Portugais qui vivent à l'étranger peuvent ou non voter? Et la question n'était pas si facile à trancher. Parce que certains mouvements, et notamment le Parti communiste, certains partis, et quand même le Parti communiste, étaient réticents au vote des émigrés. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que les Portugais, un certain nombre d'entre eux, avaient quitté le Portugal depuis longtemps, et avant la révolution des œillets. Donc ils n'étaient pas en capacité de savoir ce qui s'était passé au Portugal. D'autre part, ils disaient, c'est Portugal étranger, et à l'époque, enfin, ici on est au niveau de l'époque du fer, c'est ça? C'était à l'époque de fer où il n'y avait pas de téléphone portable ni Internet. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être au quotidien actualisé sur ce qui se passait au Portugal. Et donc pour certains mouvements, on disait, ces Portugais n'ont pas d'informations directes sur le Portugal, ou ils lisent la presse étrangère, notamment la presse française, qui déforme les propos sur le Portugal, qui disent que le Portugal va devenir une dictature communiste, va devenir en guerre civile, etc. Donc les Portugais à l'étranger sont mal informés. C'est le cas en France, c'est le cas probablement au Luxembourg, mais c'est aussi le cas aux États-Unis. Les États-Unis qui n'ont pas vu extrêmement, de façon très favorable, alors certes la révolution, la fin de la dictature, oui, mais que le Portugal risque de devenir un nouveau Cuba, aux États-Unis c'était pas très très bien vu. Au Brésil, c'est une dictature militaire. Donc, certains mouvements disent, si on laisse les Portugais à l'étranger voter, un certain nombre d'entre eux vont voter en ignorance de cause. Et donc, il va y avoir une commission qui va, avec plusieurs représentants de différents partis, qui va essayer de négocier notamment le recensement électoral et qui ou peut ne pas voter. Et ils vont trouver un compromis. Le compromis va être, les Portugais qui vivent à l'étranger peuvent voter si ils sont à l'étranger depuis moins de 5 ans. C'est-à-dire, si vous êtes à l'étranger depuis moins de 5 ans, vous pouvez voter. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop loin du Portugal, ça ne faisait pas si longtemps que vous êtes parti, et surtout, ça permettait d'éliminer quasiment une grande partie des électeurs potentiels au Brésil et aux États-Unis, qui, pour la plupart, avaient émigré dans les années 30, 40, 50, début des années 60. Ça permettait de garder les émigrés qui étaient notamment venus en France, au Luxembourg. La deuxième condition, c'était si vous êtes un homme ou une femme et que votre conjoint vit au Portugal, vous pouvez voter. Donc il y a eu ce compromis qui a été trouvé. Et une des choses extrêmement importantes, un des tournants de la Révolution au Portugal, c'est le 25 avril 1975, premier anniversaire de la Révolution, et journée où il y a eu des élections, les premières élections libres de l'histoire du Portugal pour l'Assemblée constituante. Et là, je vous ai mis un chiffre, qui est un chiffre qui doit faire rêver tous les démocrates, et qui est un chiffre que probablement aucun pays où le vote n'est pas obligatoire, et même n'atteindra pas aux prochaines élections européennes, c'est le chiffre de 92%. 92% des Portugais et des Portugaises qui vivaient au Portugal, c'est un point important, ont voté. Des énormes files d'attente, comme on voit ici, se sont présentés devant les bureaux de vote pour voter. Donc 92%, c'est un chiffre extrêmement rare dans l'histoire des démocraties. Mais, et vous allez voir, il y a un pendant qui n'est pas aussi positif,
qui est le vote des immigrés. Au final, on a donc décidé que les immigrés, avec les conditions que je vous ai données, pouvaient voter, et un recensement était organisé. Sauf que le recensement, il se faisait notamment dans les consulats et dans les ambassades. Et tout le monde n'habitait pas un consulat à côté d'une ambassade, et tout le monde n'a pas vraiment été au courant. Et ce qui est frappant dans ces données, c'est que le Portugal, à l'époque, aimait à dire qu'il y avait 2 millions d'émigrés. Alors les chiffres ont fluctué, parfois on parle de 5 millions, etc. Mais on va rester raisonnable, on va parler de 2 millions d'émigrés. Sur 2 millions d'émigrés dans le monde, il faut peut-être retirer quelques enfants, mais bon, il n'y a eu que 21 934 Portugais qui se sont fait recenser. 21 000, 2 millions, il y a un petit hiatus. Et comme vous pouvez le voir, en France, il y a eu, alors je ne vois pas très bien d'ici, mais j'imagine que c'est 2924, oui c'est 2924, il y a eu seulement 2924 Portugais qui se sont fait recenser en France sur une population de 800 000 personnes. C'est extrêmement peu. Et Luxembourg, je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas tout de suite, 794. La proportion est pas mal, hein. 794 sur 20 000. Il y a plus de recensés, c'est plus petit, c'est peut-être plus simple de se rendre au consulat. Donc il y a eu extrêmement peu de Portugais qui se sont fait recenser. Et comme vous voyez, alors à l'époque, c'est vrai que l'enjeu était limité. Les Portugais à l'étranger avaient un seul représentant, un seul député. De nos jours, ils sont 4. À l'époque, il n'y avait qu'un seul représentant, et c'est le PPD, donc le parti de centre-droit, si on veut, qui a été élu. Et vous voyez, il a été élu, le député du PPD, avec 8 000 votes, ce qui est extrêmement bas. Le Parti communiste, il ne s'est pas présenté directement, c'est la MDP qui s'est représenté avec 2 000 votes. Donc vous voyez, il y a déjà un décalage qui existe jusqu'à nos jours. Hein. Les taux d'abstention parmi les Portugais à chaque élection actuellement est de l'ordre de 80%. Les Portugais ont beau être très attachés à leur pays d'origine, y aller fréquemment, etc. Pour eux, être portugais ne passe pas par une citoyenneté active, ou du moins qui passe par le vote. Pour conclure, parce que j'ai bientôt atteint l'heure, comme vous le savez, la révolution au Portugal n'a pas débouché sur une guerre civile, comme beaucoup le craignaient, n'a pas débouché sur une démocratie communiste, et en 1976, le Portugal s'est doté d'une constitution, promulguée le 25 avril 1976, une constitution qui était extrêmement progressiste à l'époque. Dans le préambule, il était indiqué que le Portugal était en transition vers le socialisme, que tous les acquis de la Révolution, les nationalisations, les réformes agraires, c'est-à-dire les occupations de terre, étaient gravés dans le marbre. Bon, depuis, la Constitution a été modifiée. Hein. Mais donc, là, le Portugal, à partir de 1976, devient une démocratie libérale. Les militaires acceptent de céder le pouvoir aux civils, et ils acceptent définitivement en 1982 avec la fin du Conseil de la Révolution. Et donc, les émigrés portugais vont, comme en 1974, en dépit de cette crainte de 1975, par la suite soutenir activement la mémoire du 25 avril. C'est notamment en banlieue parisienne, à Fontenay-sous-Bois, du fait notamment du dynamisme d'un militant associatif, Baptiste Admat, qui était le président de l'association de Fontenay-sous-Bois. C'est à Fontenay qu'il y a eu le premier monument en l'honneur du 25 avril hors du Portugal, dès 1982, seulement 7 ans après. Et toutes les années les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, il y a toujours de grandes... la plupart des associations portugaises organisent des soirées, il y a toujours des concerts. Alors, je vous ai mis celle de 10 ans, parce que parfois, il y a heureusement plusieurs chanteurs qui sont toujours vivants et qui ont parfois chanté pour les 50 ans. Donc, Bonga, Serge Goudin, Catherine Ribel, Carlos Calme. Vous avez tous les 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans des commémorations. Les 50 ans ont été une sorte d'apogée. Et il y a même des clins d'œil. C'est que le 30 avril dernier, à Nanterre, donc une ville de la banlieue parisienne, toujours dirigée par le Parti communiste, Nanterre, qui est une ville importante aussi pour l'histoire de l'immigration portugaise, qui avait des bidonvilles, dont des bidonvilles où il y avait de nombreux Portugais. Il y avait d'autres bidonvilles qui étaient surtout peuplés d'Algériens. Donc il y a une place du 25 avril qui a été inaugurée. Si un jour vous allez à la Défense Arena
qui est une grande salle de sport et pour les concerts, c'est juste derrière. Et le petit clin d'œil de l'histoire, c'est qu'ils avaient invité un ancien officiel du MFA, Dinis Fonseca, qui était déjà venu, en fait, vous l'avez vu en photo, à Pantin. Donc 50 ans après, il est revenu en France pour commémorer le 25 avril. Donc il était venu en 74-75 pour expliquer la révolution aux émigrés. Il est revenu 50 ans plus tard, très ému, pour inaugurer cette place. Et évidemment, ces commémorations du 25 avril ont été commémorées parce que c'est un demi-siècle, ce n'est pas rien. Et comme vous le savez, ça a eu une importance plus forte peut-être cette année, avec les élections du 10 mars 2024, où l'extrême droite, qui était quasiment inexistante au Portugal jusqu'en 2019, a obtenu le score de 18%. Et il y avait donc 50 députés à l'Assemblée pour commémorer les 50 ans du 25 avril. Et donc évidemment, cela a amené une charge émotionnelle, politique et civique beaucoup plus forte à ces commémorations. Je termine, je parle 1 heure, c'est parfait, je tiens mon temps. Et pour terminer, comme on l'a dit tout à l'heure, je viens de publier un ouvrage, donc je ne parle pas de ça, je parle plus de la Révolution. Et surtout, une tentative de parler de la Révolution pas vue d'en haut, seulement du point de vue de Mario Soares, d'Alvaro Cunhal ou d'Otello, qui sont des perspectives intéressantes, mais voir comment cette révolution était, comme je vous l'ai dit, la dernière révolution socialiste. À l'époque, on ne le savait pas. Mais la dernière révolution où le capitalisme a été remis en cause en Europe occidentale et que la révolution n'a pas duré juste une journée, le 25 mai 1974, mais elle a duré quasiment 2 ans. Je suis à votre entière disposition. Je crois qu'un micro est disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Un tout grand merci aussi au nom du musée pour cette conférence très intéressante, très condensée d'une histoire qui est finalement très fascinante aussi de l'impact de cette journée du 25 avril et de ce qui est censé suivi pendant les deux années par après sur l'histoire de l'Europe et sur aussi l'histoire du Luxembourg. Je suis persuadé qu'il y a des questions ou des remarques parmi le public. La première question est toujours la plus difficile. Ah, merci, monsieur, de vous sacrifier pour le bien commun. Excusez-moi, pour la retransmission, il vaut mieux parler dans le micro. Voilà. Dans le tableau des émigrants qui ont voté, il m'a semblé, mais je n'ai pas très bien vu, qu'il n'y a aucun pays africain. Je me trompe? Enfin, aucune ancienne colonie portugaise. Alors, vous avez... Alors, ça a été difficile. Les Portugais en Angola n'ont pas pu voter. On n'a pas organisé les élections en Angola. Et comme vous voyez, il y a quelques pays, alors c'est très résiduel. Hein. Au Swaziland, il y a eu 38 électeurs. En Rhodésie, il y en a eu 29. À Bissau, qui était déjà à l'époque indépendante, parce que la Guinée-Bissau est indépendante dès septembre 1974. Mais ni au Mozambique, ni en Angola, il y a eu d'élections. Parce que à cette époque-là, l'Angola c'était encore portugaise jusqu'au 11 novembre 1975, mais la situation était extrêmement troublée parce que déjà, les 3 mouvements de libération, le MPLA, l'UNITA et le FNLA, se faisaient déjà quasiment la guerre à Luanda. Et il y avait aussi une crainte qui était que cette image que les colons avaient d'être réactionnaires, de éventuellement soutenir l'extrême droite. Et donc, on n'a pas, pour un ensemble de raisons, on n'a pas fait voter dans ces colonies. Il y a eu notamment il y a eu des élections à Macao. Et il y a un député qui a représenté Macao. D'autres questions? Oui, bonsoir. En fait, par rapport à ce tableau, ça m'a surpris les chiffres par rapport à l'Allemagne. Et j'ai pensé si le fait que le Parti socialiste portugais a été fondé en Allemagne, si peut-être il aurait un impact là-dessus. Vous avez des informations? Alors attendez, il faut que je retrouve le chiffre de l'Allemagne, je ne le vois pas tout de suite. Ah, le 6025. Après, il y a autre chose qui a joué, notamment, je n'ai pas eu le temps d'en parler, un des éléments qui a joué, c'est que certains pays étaient très réticents
dont la France, à ce qu'il y ait des élections dans leur territoire. Que notamment des pays comme la France craignent toujours que s'il y a des élections, et notamment dans un pays en révolution, qu'il y ait des tensions et que ça amène des troubles à l'ordre public. Et donc notamment, et au plus au début, les autorités portugaises n'avaient jamais organisé ça en fait, donc elles ne savaient pas. Même c'est très intéressant aux archives du ministère des Affaires étrangères français, il y a des notes, les Portugais ne nous ont toujours pas demandé l'autorisation, parce qu'en fait ils ne se doutent pas qu'il faut nous demander l'autorisation, mais donc quand ils vont nous demander au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Et notamment, la question pour la France, c'était de savoir, est-ce que s'ils nous demandent, est-ce qu'ils peuvent voter dans les écoles? Est-ce qu'on peut voter dans des lieux publics français? Est-ce qu'on accepte? Et les autorités françaises refusaient. Ils disaient que s'il y a des élections, c'est seulement dans des consulats et des ambassades. Ce qui donc évidemment fait que vous avez beaucoup de Portugais qui vivaient à 100, 200 km d'un consulat et d'une ambassade. Il faut vraiment être un citoyen exemplaire pour faire 400 km pour aller voter. Même de nos jours, quand le bureau de vote est à 3 km de chez vous, vous n'y allez pas, à 400 km, pour élire un député. Et donc, dans le cas de l'Allemagne, c'est une très bonne question. Je me demande si, soit parce qu'il y a une plus grande mobilisation, ou parce qu'il y a eu le réseau consulaire a fait qu'il y a une proximité vis-à-vis de consulats, ça doit être sûrement ça qui a dû jouer, en fait. En France, les autorités françaises, et je pense que les autorités allemandes, sûrement les syndicats, ont sûrement dû appeler les Portugais à voter. Et en France, il n'y a pas vraiment eu ce type de propos. Donc effectivement, l'Allemagne est un des pays où c'est le pays où le plus de gens ont voté, alors qu'il y avait qu'environ, si je me souviens bien, 100 000 Portugais à l'époque. Merci. D'autres questions ou remarques? Thierry? Bonjour, merci pour cette très intéressante présentation. J'aimerais en fait revenir sur le point d'interrogation en fait, du titre. La remise en question en fait de cette union entre disons les Portugais au Portugal avec les Portugais résidant à l'extérieur. Est-ce que c'est principalement à cause de ce fort taux d'abstention aux élections en 1975 ou comment expliquerais-tu cela? Je pense qu'il y a un élément important que je n'ai pas pu évoquer aussi, c'est que comme vous le savez probablement, une bonne partie des Portugais qui ont émigré en France et au Luxembourg, d'autres pays c'est peut-être un peu différent, viennent surtout du centre et du nord du pays. Grosso modo, de Rio Maior, donc Leiria, Pombal, et vous remontez jusqu'à Melgas, et vous allez jusqu'à la frontière. Et au moment de la révolution des œillets, et au moment du processus révolutionnaire, il y a eu cette tension, et ce qu'on appelle l'été chaud. C'est-à-dire cette tension entre, grosso modo, le sud et le nord du pays. Donc le sud, Lisbonne, Setúbal, l'Alentejo, ces régions de grande propriété où le Parti communiste et les mouvements sociaux étaient extrêmement forts. Et le centre et le nord du pays où vous aviez surtout des régions de petites exploitations agricoles, où vous avez des gens qui ont des toutes petites exploitations, mais auxquelles ils tiennent, où vous avez encore un fort encadrement de l'Église catholique, et une Église catholique parfois extrêmement conservatrice, voire réactionnaire, comme à Braga en 75. Et donc, cette tension vient aussi, c'est quel peuple a émigré? C'est le peuple, c'est ce peuple de petits propriétaires conservateurs qui était là en France. En fait, ça a redoublé, ce que je veux dire par là. Ça veut dire que, et donc il y a beaucoup ce discours dans une partie des mouvements de gauche et d'extrême gauche, dans une partie du MFA, qu'une partie du peuple portugais n'a pas accompagné la révolution, et toujours dans des structures mentales liées à la dictature, il est toujours sous la mainmise des curés, des notables locaux. Et tu ajoutes à cela ces Portugais qui, à l'étranger, vivent toujours, avec ces structures mentales avec lesquelles ils n'auraient pas coupé, et en plus dans des pays où il y a un discours très critique vis-à-vis de la Révolution. Les autorités portugaises n'arrêtaient pas de se plaindre à la diplomatie française sur, selon eux, des articles de presse complètement tendancieux sur le Portugal. Donc c'est deux éléments, je dirais. C'est que d'une part, ceux qui ont immigré, c'est ce monde de petits propriétaires agricoles, misérables, mais qui ont des terres, qui ont émigré, et donc qui sont vus comme des gens qui n'ont pas accompagné ou n'accompagnent pas le processus révolutionnaire et sa dimension socialiste, et en plus qui vivent à l'étranger sous l'influence des médias ou de leurs patrons, etc. Donc c'est ces deux éléments qui
qui s'ajoutent et qui s'additionnent. Peut-être aussi rajouter à cette remarque aussi au Luxembourg, dans les milieux catholiques, ou si on lit le Luxembourger Wort, à cette époque, le principal quotidien du pays catholique, il y a aussi cette représentation qui fait vraiment peur quand on lit ça, même vu d'aujourd'hui, d'une certaine manière, même si c'est encore exprimé d'une manière assez neutre, dans des termes neutres. Mais au Luxembourg, on voit aussi cette différence d'interprétation de ce qui se passe au Portugal entre 74 et 76, selon quel organe de presse on lit. C'est quelque chose qui est clivant, finalement, qui est un enjeu politique aussi, parfois en politique intérieure pour ces pays, non ? Mais merci beaucoup pour ce point, mais notamment dans le cas français, on a du mal à concevoir à quel point on parlait du Portugal en 75. Bon, je vous ai mis ça, qui pour moi est assez représentatif, cette image. Je vous la remets. Hop. Donc c'est à quel point on regardait le Portugal, comment on craignait que le Portugal devienne une sorte de Cuba ou qu'il y ait une guerre civile. Et cette centralité, en juillet-août 75, quasiment exagéré, quasiment tous les jours, le Portugal était en une du monde. Quasiment. En juillet-août, pendant l'été chaud, c'était quasiment tous les jours. Et il s'est passé des choses qui maintenant seraient inconcevables. En juin 75, est organisé à Lisbonne un débat entre Mário Soares et Álvaro Cunhal, qui parlent en français. Et c'est en direct, en début de soirée, à la télévision française. De nos jours, je pense que s'il y avait un débat entre Trump et Biden, on a beau avoir 353 chaînes, je ne suis pas sûr que ça passe à la télévision en direct. Ça vous montre à quel point on suivait en France ce qui se passait au Portugal et comment on considérait que des millions de... Et à l'époque, il y avait très peu de chaînes. Des Français s'intéressaient à ce que le secrétaire du Parti communiste, le secrétaire général du Parti communiste et le secrétaire général du Parti socialiste pouvaient penser du Portugal. Et là, je vous ai montré quelques caricatures, mais je pourrais les multiplier à l'envi. Il y avait dans les journaux beaucoup de caricatures sur le Portugal et souvent avec un effet d'instrumentalisation, comme je vous l'ai dit, sur le champ politique français. C'est-à-dire que, notamment là, c'était comment la droite utilisait les événements portugais pour tenter de fissurer ou de déstabiliser l'union de la gauche entre le Parti communiste français et le Parti socialiste français. C'était omniprésent. Et donc, évidemment, pour les militaires portugais, pour la classe politique portugaise, il y avait un effet déformant qui pouvait jouer sur les émigrés et leur façon de regarder le Portugal et les événements portugais. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Donc personne n'a participé ici à la manifestation du 11 mai 75. Ah, en 2 mots ? Attends, Serge, je vais t'amener le micro, ce sera plus simple. En 2 mots ? Ou en 3, si vous voulez. En fait, c'était dirigé tout autant pour la Révolution que contre le consul, parce que la manif est allée auprès de là où il donnait à bouffer aux autorités luxembourgeoises pour qu'elles soient conciliantes par rapport à ces agissements. Donc, je crois que c'était surtout... c'est difficile de se remémorer cela, ça fait quand même 50 ans. Mais c'était surtout dirigé contre lui parce que on a toujours envie d'avoir... un adversaire bien visible en chair et en os. Mais j'ai pas eu le temps de vous citer. Parmi les informations que j'ai trouvées sur José Mendes Costa, il y avait une note de l'ambassadeur de France au Luxembourg qui rend compte du fait qu'il soit démis de ses fonctions en octobre. Et je vous cite ce que dit l'ambassadeur français au Luxembourg. Au temps du régime de M. Caetano, ses compatriotes, donc du consul, du chargé d'affaires, nombreux dans le Grand-Duché, prétendaient qu'il se souciait plus du contrôle politique que d'assistance aux travailleurs immigrés. Ils avaient demandé son rappel en mai lors d'une manifestation, donc la manifestation dont vous parlez. Juste ou faux, leur grief était appuyé par une personnalité luxembourgeoise, le professeur Norbert Thiel, que vous trouverez dans l'exposition. Qui était le président des amitiés Portugal-Luxembourg. Et éditeur du bulletin Contact.
des polémiques s'étaient engagées qui, quelles que soient les véritables responsabilités de M. Mensch-Kost, rendaient en tout état de cause son départ souhaitable. Donc même l'ambassadeur français au Luxembourg n'a pas vraiment cherché à le défendre. Et ce qui est intéressant dans les dossiers qu'il a joints, je vous ai mis juste 2 images, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande à un propriétaire d'hôtel qui logeait des Portugais un soutien et des entrepreneurs. Donc on se dit, c'était pas non plus des personnes les plus objectives peut-être des personnes qui avaient bénéficié de cette venue et certains parlaient de trafic de travailleurs, etc. C'était des personnes qui avaient été cherchées comme témoins. Ce qui est frustrant, et peut-être que Thierry saura nous répondre, il y a donc dans les archives nationales donc son dossier de défense face à l'épuration, mais on n'a aucune idée de ce qui devient après. Je ne pense pas qu'il revienne au Luxembourg. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Nous, on a retrouvé dans la presse en 1976, il se défend, il utilise un droit de réponse quand il y a, je crois, le Tageblatt republie un article où il est attaqué et où il ressort que son épouse tenait une crèche à son ancienne adresse rue d'Orange, donc où elle habitait toujours là. Et bon. Nous, on a fait ce qu'on fait en général quand on cherche quelqu'un de nos jours. On avait tapé une fois son nom sur Facebook. On a retrouvé encore une photo de lui à Bruxelles je crois, dans les années 2015. Donc voilà, c'est les seules traces que nous, on a trouvées en lien avec ce nom par après. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? En tout cas, au Luxembourg, on voit vraiment que c'est cette personnalité-là qui est extrêmement... Bon, il y a aussi dans la presse, même dans la presse généraliste, plutôt libérale et de gauche, il est déjà attaqué avant 1974. Un article notamment du Luxembourgland où il est désigné de persona non grata, donc où on appelle même le gouvernement luxembourgeois à l'expulser en tant que diplomate. Donc c'est vraiment une personnalité qui était extrêmement clivante et qui était très très contestée, même avant le 25 avril. Et je crois qu'il y a aussi eu des manifestations à son encontre déjà avant le 11 mai, plutôt portées aussi par des organisations en lien avec des personnes venant du Portugal, mais aussi où beaucoup de Luxembourgeois étaient actifs. Enfin, je pense que peut-être d'autres personnes peuvent mieux parler de cette époque que moi qui ne l'ai pas vécue. Oui, bonsoir. Merci pour l'exposé, c'est intéressant et c'est clair. Ce que je voulais encore une petite référence sur le Mensch-Kost, sur M. Mensch-Kost. En 72, il a demandé mon extradition de pays parce que j'avais publié un article Portugal, un pays riche, un peuple pauvre, donc un article sur 2 pages donc dans le journal de la Confédération générale du travail. Et alors, la raison, c'était parce que je noircissais. Parce que donc je donnais une image très noire et très de Portugal. Voilà. Bon. Après, donc, je n'étais pas expulsé, donc parce que j'avais des gens qui m'ont soutenu, surtout la direction du syndicat. Mais bon. J'ai passé un mauvais moment, voilà. Et là, ça c'était après, j'ai vu tout ça dans mon procès de Lapide au Portugal. Donc, voilà. Merci. Et même plus généralement, pendant la période révolutionnaire, Mensch-Kost, ça n'a pas été le seul qui a été touché par des processus d'épuration ou de saignement. En France, il y a eu très rapidement, des consuls qui ont été en fait, on les a changés de poste. Ils étaient en France, c'était à Lille, etc. Et il y a un cas singulier en France, qui est le cas à Nantes, en fin 1974, où des mouvements associatifs à Nantes ont occupé le consulat et pour obtenir le départ du consul, qui était d'ailleurs un vice-consul, si je me souviens bien, disant qu'il avait collaboré avec la police, etc. Et en défendant l'idée qu'il faudrait des consuls qui soient plus proches des émigrés. Il y avait souvent cette image que les consuls étaient loin des immigrés, que c'était des gens de la diplomatie, donc souvent des aristocrates ou des gens de milieux très favorisés, et qu'ils, d'une,
ne s'intéressaient pas à leurs compatriotes, que de 2, parfois, les surveillaient, comme vous venez de le dire, et que 3, parfois, bénéficiaient donc, de leurs ressortissants en leur octroyant des passeports avec des taxes supplémentaires, etc. Donc, grosso modo, ils étaient, si ce n'est corrompus, ils bénéficiaient financièrement de l'immigration. Et donc, à Nantes, ils avaient proposé de faire élire les consuls. Mais vous vous doutez bien que la diplomatie portugaise n'a pas voulu suivre cette voie et que les consuls n'ont jamais été élus. Mais il y a, plus généralement, en France et dans d'autres pays, beaucoup de cas d'épuration, mais même plus généralement, en fait, le ministère des Affaires étrangères, bien qu'il ait été dirigé dès le début par Mário Soares, est un des ministères où il y a eu le moins d'épuration. Et notamment pour une raison, c'est que le ministère des Affaires étrangères et Mário Soares craignaient que si on épurait, si on faisait partir les gens, il y aurait d'autres personnes qui viendraient, et notamment des gens du Parti communiste. Et comme vous le savez peut-être, la grande crainte de Mário Soares en 1975 disait les communistes ont profité de l'épuration pour entrer dans l'État, dans certaines entreprises, dans les médias, et donc ils sont en train de noyauter l'État. Et donc Soares, dès le début, a essayé de limiter au possible les épurations et les départs, donc changer les personnes de poste, mais sans changer grandement les hommes, et c'était que des hommes à l'époque, c'était pas des femmes, qui étaient au sein de la diplomatie. Comme on est assez bien dans le timing, s'il y a encore des questions ou des remarques. Alors, Thierry ? Est-ce qu'il y a eu aussi d'épuration au niveau des enseignants de portugais en France ? Parce qu'au Luxembourg, il y a eu un cas où on a demandé en fait le départ de, je me rappelle si c'était un monsieur ou une madame, mais bon, je me disais, est-ce que ça existait également en France ? Très très bonne question. J'ai pas croisé ce cas-là comme vous le savez à partir du milieu des années 60, mais surtout des années 70. Le Portugal envoie de plus en plus d'institutrices, surtout des femmes, enseigner aux Portugais, aux enfants de Portugais en France et au Luxembourg et en Allemagne, dans les zones où il y a une forte concentration. Et je n'ai pas souvenir de fait qu'il y a eu des épurations. En France, alors je ne sais pas si c'est le cas au Luxembourg, en France, il y a eu dès la fin des années 50 l'arrivée de missionnaires. Donc là en l'occurrence, ce n'était pas tout à fait des curés, mais pour encadrer religieusement les Portugais qui venaient en France, parce que depuis les années 50, le Vatican disait que c'était aux églises d'origine des immigrés d'encadrer, de les encadrer en fait, donc que les Portugais en France doivent être encadrés pour partie par l'Église portugaise. Et ces missionnaires qui étaient envoyés dans le cadre d'une mission catholique portugaise à Paris étaient extrêmement conservateurs. J'ai mis 3 extrêmement. Il suffit d'aller aux archives Salazar pour voir les nombreuses lettres qu'ils écrivaient à Salazar pour leur dire que la France était une sorte de Babylone où les Portugais en France étaient confrontés aux communistes et pire que les communistes aux femmes françaises et que donc elles abandonnaient leur famille, rester au pays et qu'il fallait à tout prix encadrer ces Portugais, donc aidez-nous financièrement pour qu'ils les encadrent. Et donc ces missionnaires étaient extrêmement conservateurs et ça rentrait en choc avec l'Église française, qui notamment après le Concile Vatican II était plus progressiste. Et notamment ces missionnaires envoyaient souvent des informations sur le comportement politique des Portugais, ont publié un journal qui s'appelait A Voz da Saudade, où en une, ils mettaient le président de la République portugaise ou l'ambassadeur. Il y a un discours très anticommuniste. Et alors, eux, ils n'ont pas été épurés en tant que tels, mais après la Révolution, ils sont rentrés au Portugal. Il n'était pas possible que des personnes qui représentaient l'aile la plus conservatrice de l'Église catholique, qui en plus avaient organisé une sorte de marché du travail. Comme vous savez, en France, un des stéréotypes sur les Portugais et les Portugaises, c'est que les Portugaises sont des concierges. Et une de mes hypothèses, il faudrait que je prouve ça, mais c'est que cette mission catholique portugaise, elle a été installée au début, donc en 57-58, rue de la Pompe. Alors si vous connaissez Paris, c'est dans le 16e arrondissement.
parce qu'en fait, il y avait une mission catholique espagnole. Et ces membres de la mission, au-delà de faire des messes, ont organisé, et là je cite les archives françaises des renseignements généraux, une énorme bourse du travail où les patrons ou les propriétaires, s'ils cherchaient une femme de ménage ou une concierge, pouvaient venir et trouver... donc, ça ne me semble pas complètement anodin de penser que cette mission catholique ait été à l'amorce, comme ils étaient au 16e arrondissement, de ce mouvement de... Comme vous savez, les concierges à Paris étaient à l'origine bretonnes, puis beaucoup espagnoles, et ensuite, en grand nombre, portugaises. Donc, je n'ai pas entendu parler d'institutrices qui ont été victimes ou qui ont été à la cible d'épuration. Alors peut-être certaines sont rentrées d'elles-mêmes au Portugal ou sont parties ailleurs, mais dans l'Église catholique, oui, il y a eu des départs parce qu'il y avait un hiatus très fort entre le Portugal révolutionnaire et ce discours extrêmement conservateur. Est-ce qu'il y avait des missionnaires? Est-ce qu'il y avait des curés portugais au Luxembourg? Il y a... Bon, Oui, ici c'était exactement la même situation. Il y avait la mission catholique donc, qui encadrait, donc, qui essayait donc, d'encadrer le plus possible donc, la communauté portugaise. Oui. Merci. Dont certains représentants, surtout à la fin à partir de 72, il y a quand même aussi des conflits entre le curé portugais à Luxembourg et le consulat. Donc c'est peut-être une situation un peu différente, mais qui est peut-être aussi liée au fait que c'était des personnalités qui étaient mais en France aussi, les missionnaires, ils sont donnés ni avec l'ambassadeur, ni avec les consuls. Et même les pires réquisitoires contre les missionnaires portugais en France sont le fait du consul, qui disent non seulement qu'ils organisent une bourse du travail, qu'ils appellent même un marché des esclaves, qu'ils récupéraient quelques monnaies sonnantes et trébuchantes à chaque cas, et leur probité, je n'irai pas plus loin parce que c'est filmé, leur probité est même remise en cause en tant qu'ecclésiastique, et même remise en cause par les propres consuls, donc ils sont dans des pas très bien non plus. Et puis voilà, il me reste donc uniquement plus qu'à vous remercier, vous, d'être venus ce soir aussi nombreux au musée, aussi de vous remercier pour cet échange. Je crois que c'est toujours très intéressant, ces échanges qu'on peut avoir avec les conférenciers dans le contexte ici des conférences du musée. Je crois que c'est quelque chose qui est très enrichissant. Un grand merci aussi à l'équipe d'EasyCast qui a tout enregistré et donc la conférence est déjà sur Facebook en tant que Facebook Live et sera disponible sur YouTube dans les prochains jours. Et puis bien entendu, un tout grand merci à notre conférencier de ce soir pour la très intéressante conférence où on a beaucoup appris et des parallèles aussi avec l'histoire que nous racontons dans l'exposition. Et je pense que voilà, qu'on a beaucoup appris ce soir. Et merci à vous pour votre venue à Luxembourg. Merci beaucoup. Merci.